Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Romain Pareja, artiste tatoueur et boss du shop parisien Hand in Glove. Il manie aussi bien le noir et gris que le japonais. Dans cet épisode, Romain nous parle de sa passion pour le skate, la musique et le tatouage, de ses débuts avec Yann Black, de son intervention auprès de détenus et de la pratique du freehand. Aujourd'hui, je reçois Romain Pareja, donc artiste tatoueur et boss du shop parisien Hand in Glove. Donc tu fais des grandes et puissantes pièces, en général, que ce soit en noir et gris ou en couleur. Il y a beaucoup de styles japonais aussi, mais pas uniquement. Donc salut Romain, merci Salut, enchanté. de l'épisode. En général, je commence toujours par la même question, parce que ça me permet d'avoir plein de réponses hyper intéressantes et différentes. C'est quelle est ta propre définition du tatouage? Je sais pas. J'ai pas vraiment de définition du tatou. Si, des dessins sur la peau, c'est tout. Tu vois, c'est exprimer son art sur la peau, autre que sur du papier ou de la toile ou des choses comme ça, quoi. Carrément. Et justement, dans quelles circonstances, toi, tu as commencé, déjà à être tatoué, comment tu as eu ton premier tatouage? En fait, j'ai grandi avec le skate, la musique, ces choses-là. Déjà petit, en fait, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Puis très jeune, en fait, j'ai commencé le skateboard à 8 ans. Tu regardes des vidéos de skate, tu écoutes la musique qu'il y a dans les vidéos. Donc à l'époque, c'était beaucoup de punk hardcore, du hip-hop. Les mecs étaient déjà vachement tatoués. Donc tu commences à t'y intéresser. Et puis après, plus tu grandis, plus tu écoutes de zik différentes, que ce soit dans les groupes de hardcore, les mecs ont toujours été tatoués. Puis c'était un peu... c'était prédominant, tu vois. Et qu'avec le skate, j'étais un des plus jeunes dans toute la bande dans laquelle on était. Et j'avais déjà des potes avec qui je skatais qui étaient tatoués. Donc ça c'est venu naturellement, tu vois. Tu fais comme tes potes, tu fais comme tes idoles de musique et des choses comme ça. Et puis tu trouves ça cool. Moi, je dessinais depuis tout petit. J'ai toujours aimé le dessin, donc ça m'a intrigué quand même. Je voulais me faire tatouer à 14, mais on m'a empêché, tu vois, tant mieux. Et j'avais déjà fait un dessin que je voulais me faire. C'était un dragon tribal. Tout basique et en fait à 17 j'y suis retourné avec le même dessin et j'ai rien changé, je l'ai fait, c'est mon premier tatou et puis après ça s'est enchaîné et voilà quoi. Et du coup, tu es plutôt adepte des tatous avec une signification, ou c'est plutôt l'esthétisme avant tout, ou juste des bons moments avec des potes tatoueurs, ou un peu de c'est tout? l'ensemble en fait, parce que un dragon tribal, je dirais pas que c'est ce qui me définit le plus, tu vois. Donc à l'époque, c'était les trucs qu'on Peut-être il y a voyait. 20 ans. Il y a même plus que ça, ouais. Ouais. Il y a 30 ans. Ouais. Et le truc, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tribal. Le tatouage japonais a toujours été présent, cartes, dragons, choses comme ça. Donc tu vois, tu veux te faire un truc cool. Et à l'époque, un dragon tribal, c'était cool. Et donc tu te fais ça, et puis après, après tu te fais des tatous qui ont plus de signification. Après, plus tu te fais tatouer, en fait, le côté esthétique du tatou est aussi hyper présent. Et de toute façon, je pense que peu importe le tatou que tu te fasses, il y a toujours une signification. Ça va être
soit le tatou représente quelque chose pour toi, ou soit le moment où tu l'as fait, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, et puis ça te définit toi inconsciemment, quoi. Oui, dans tous les cas, peu importe même si c'est une question d'esthétisme ou de moment, Ouais. c'est aussi une définition de soi-même. Et du coup, tu t'es fait tatouer par quels artistes ou quelques noms, si tu dois en avoir quelques-uns quand même. Ouais. Alors, le tout premier, c'était Olivier. C'était tatoueur qui bossait rue de la Pelouse, au Mans. Après, je me suis fait tatouer par Yann Black quand je suis arrivé à Paris en 98. La chance. Ouais, T'as réussi à l'avoir avant qu'il parte à Montréal. ça remonte quand même à pas mal de temps, tu vois. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. C'était avant qu'il fasse tous ces trucs. Il commençait déjà à faire ces trucs hyper graphiques et tout. Et il venait d'arriver à Paris, il venait de la Belgique. Et il n'était pas encore connu du tout. Et en fait, moi, par le skate, je voulais me faire une pièce d'un skateur que j'adorais à l'époque. C'était la première planche de skate que j'ai eue. C'était une planche que j'avais eue en 88, en fait. C'était 86 ou 88, je sais plus. Et c'était Jason Jesse. C'était un motif, une sorte de Poséidon en flamme sur la planche. Et donc, il me l'a fait juste en tracé sur le bras, tu vois, c'est mon deuxième tatou. Et après, j'ai plein d'autres trucs, tu vois, parce que j'ai des mecs, j'en sais rien, il y a Sacha qui m'a tatoué, avec qui je bossais chez Tintin, il y a Blaise qui m'a tatoué, il y a Issa, il y a Pierre de Montréal, de Tattoo Mania, j'ai Travis Driscoll qui m'a piqué, Nathan Costeco, Guy le tatoueur qui m'a fait un tout petit truc, Raphaël Delalande, j'ai Cockney qui m'a piqué quand on bossait ensemble, il y avait Hugo, Benoît avec qui je travaille, ouais, je pourrais te dire en fait, regardez, j'ai même des mecs qui sont pas tatoueurs, tu vois, à l'époque j'ai skaté un peu avec un skateur américain qui s'appelle Scott Bourne, qui était professionnel lui, et qui est maintenant le parrain de mon fils. Donc quand j'ai eu mes enfants, c'est lui qui m'a tatoué les prénoms de mes mômes, alors qu'il n'est pas tatoueur du tout. Tu vois, il y a mon frère. Ouais, c'est cool, mais il y a une bonne symbolique. Mon frère qui m'a piqué alors qu'il n'est pas tatoueur. J'ai un autre pote qui est dessinateur de comics à San Diego qui m'a fait son tout premier tatou alors qu'il n'est pas tatoueur. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. J'en ai plein en fait. Il y a Ori Momo. Et du coup, c'est quoi ton dernier? Le dernier que tu as fait? Le dernier que j'ai fait, je sais plus. Je sais plus parce que je crois que j'ai continué. J'ai tout le devant de tatoué par Fabrice. Et je crois que la dernière fois que je me suis piqué, c'est lui. On a fini le bas. J'ai un serpent sur tout le devant et il a continué de me remplir sur le bas du ventre. J'ai peut-être fait d'autres petits trucs entre temps. Il y a Oni O'Leary, copine d'Australie, qui m'avait fait un truc la dernière fois qui était venu bosser avec nous. Si, il y a Christopher Gay, un pote de Seattle, qui m'avait fait un petit tatou pour mon chat qui était décédé. Il m'avait fait un tatou sur la cuisse, un truc cool comme ça. Après, j'ai plus énormément de place. Il me reste 2-3 spots sur les cuisses. J'ai toujours mon dos de dispo que je veux garder pour faire un gros truc. Et gros projet, ouais. J'aurais bien aimé l'avoir fait avant parce que maintenant je supporte un peu moins, mais je veux le faire. Et une fois que ça sera fait, je voudrais un peu relier combler les petits espaces pour faire des fonds, pour que tout soit relié. Enfin, un ensemble. Ouais, voilà. Et tout finir. Et du coup, est-ce que le métier de tatoueur correspond un peu au métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Est-ce que c'est un peu le job de tes rêves ou ça s'est fait comme ça? Non, je pense que c'est mieux. Tu vois, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas sur un métier où financièrement tu gagnes énormément d'argent, tu vois. Mais que mine de rien, quand j'y repense, le tatou, ça reste une passion depuis presque mon enfance, mon adolescence, tu vois. J'arrive avec ça, j'ai rallié plein de choses différentes, tu vois. Tu bosses avec des potes, ce qui est rare dans certains métiers, tu vois. On bosse avec des gens qui sont proches, tu te fais des potes, tu voyages dans le monde entier. Même si maintenant, je voyage plus du tout pour le tatou, tu vois. Maintenant, je bosse au shop, quand je voyage, c'est pour les vacances.
mais tu fais plein de rencontres. J'ai toujours été passionné de dessin, tu vois. Je dessine depuis que je suis gamin. J'ai dessiné pour faire des dessins pour des planches de skate ou des t-shirts, pour des couvertures d'albums, des trucs comme ça. Et là, je dessine pour faire des tatous pour les gens. Et donc, tu restes dans le dessin. C'est une passion. Donc, le matin, je me lève, je vais au shop. Je vais pas à C'est un l'usine, plaisir. tu vois. C'est cool, Ouais, tu c'est vois. sûr. T'as tes petits repères, tu bosses avec tes potes, t'as tes petites habitudes. Tu prends ton café, tu dessines, tu racontes des conneries, tu vois ton client. Et puis, tu échanges énormément, tu vois, avec les gens. Tu rencontres plein de gens différents, tu parles avec eux, tu apprends plus des personnes sur leur vie, tu as un échange. T'as pas un C'est des contracts, tu vois. T'as pas un espèce de côté formel, client tu vois, tu fais des chouettes rencontres, tu vois. Il y a des clients que j'ai Ouais, puis rencontrés c'est un avec qui moment intime aussi. maintenant on est potes et c'est cool, tu vois. C'est quand même un cadre de travail qui est hyper sympa, quoi. C'est, C'est clair. donc on a de la chance, tu vois. C'est, c'est pour ça que je te dis que c'est sûrement mieux que ce que je pouvais imaginer, tu vois. Parce que tu peux faire des métiers passionnants, mais qui sont hyper stressants, où ça reste très formel, où tu vas gagner plein de thunes et ainsi de suite. Mais au final, est-ce que tu t'épanouis? Je sais pas, tu vois. Là, Ouais, ça dépend de ton but aussi. ouais, là, on est quand même à la cool, tu vois. C'est quand même focalisé sur le dessin, sur le tatou et sur l'échange, tout en étant relax, tu vois. J'ai pas besoin de mettre un costard cravate pour aller bosser, tu vois. C'est jamais mon truc. Donc, il y en a qui aiment, hein. Moi, je suis pas costard cravate, tu vois. Donc, c'est, euh, c'est au top, Bah, tu vois. disons que tu as plus de liberté, ouais, Ouais. c'est sûr. Et tu parlais de skate tout à l'heure. Quelle place ou a occupé le skate dans ta vie? Il me semble que tu as été J'étais sponsorisé, puis sponsor à une blessé, période, si j'ai bien lu. très Ouais. blessé, ouais, mais ça a occupé presque 100% de ma vie à une période. Quand j'étais D'accord. euh, quand j'étais ado, je skatais déjà beaucoup, tu vois, j'allais en cours. Le soir, je m'entraînais devant chez moi. Les week-ends, c'était skate. Les vacances, c'était skate en permanence. Et quand j'étais sponsor, c'était skate à 100%. Tu vois, je continuais un petit peu les études à côté, mais je, j'étais à donf dans le skate, tu vois. Et donc, ça a été une très grosse part de ma vie. J'ai dû arrêter. Je faisais beaucoup de sport à côté, quand même, en complément. Je faisais beaucoup de boxe. Et c'était une période où je quittais presque 7 heures par jour, quand même, tu vois. Donc, ça commence à faire. C'est énorme. Et à côté de ça, je faisais beaucoup de musique. Donc, je tournais avec des groupes. Donc, en fait, Du coup, tu étais musicien aussi en même Ouais, temps? ouais, j'ai commencé la Ou... musique Ouais. très tôt. Et j'ai joué avec des groupes de ska et de punk hardcore indépendants. Ok. Et, et donc, c'était très jeune, en fait. Ma vie, c'était ça, hein, le skate et la musique. Donc, tu gagnes pas une C'était thune, déjà bien mais rempli, c'est quoi. cool. Non, mais tu Ah, t'éclates. grave. Non, c'était top. C'était vraiment génial, tu vois. T'es complètement insouciant, tu kiffes et tu vis de plus ou moins de tes passions, en fait, tu vois. Donc, Ouais, c'est puis génial t'as ça. pas besoin, t'as Et pas beaucoup de besoins quand t'es plus jeune, donc tu t'en fous, en fait. non, puis déjà, si tu vis de ta passion, c'est déjà, ça remplit quand même pas mal De de critères, ouais, besoins, quoi. carrément. Ouais. Et du coup, c'est ça, j'imagine, qui t'a amené vers le tatou. Depuis quand tu tatoues et comment tu as appris? Alors, depuis quand, je sais pas vraiment, en fait. Je me rappelle plus exactement des dates, parce que je suis arrivé à Paris en 98. Je sais qu'avant, je voulais tatouer un peu, mais le tatoueur au Mans, lui, il prenait pas d'apprenti et tout. Donc, je suis arrivé en 98 à Paris. Et j'ai rencontré Olivier Lézé, qui tenait Tribal Act, avec qui D'accord. je suis devenu hyper ami. En fait, on est toujours très très proches. Et Olivier, lui, du coup, m'a proposé de passer de temps en temps à la boutique. Il avait sa boutique. Et Yann Black arrivait à Paris. Donc, je ne sais plus si c'est en 99, 2000 ou 2001, j'en sais rien en fait. Je ne me rappelle vraiment pas. Et Yann a commencé à me tatouer. Je dessinais un petit peu. Donc, lui, il y avait plein de trucs en fait. Comme il arrivait et qu'il n'avait pas vraiment de clientèle, il acceptait un peu plein de choses différentes. Donc,
Je lui ai fait 2-3 dessins pour certains de ses clients, et lui, il m'a proposé, si je voulais, de passer, de le regarder bosser, et puis de me montrer un petit peu 2-3 trucs. Donc j'ai acheté des machines, je passais le voir régulièrement, il m'a appris à souder des aiguilles. Et Donc c'était pas un apprentissage, mais en même temps, il t'a quand même appris ouais, un peu c'était plus ou moins, tu vois, il m'a pris un peu quelques sous son aile, tips. tu vois. Je pouvais Ouais, pas être là tout le temps, d'accord. mais il m'a quand même vachement aidé, montré plein de choses, et puis bon, il a été hyper ouvert, tu vois. Il s'en foutait en fait, tu vois. C'était vraiment cool. Et du coup, il m'a montré pas mal de choses, je le regardais beaucoup bosser, puis j'ai commencé à tatouer 2-3 de mes potes avec qui je skatais, tu vois. Ouais, les potes, Voilà, c'est toujours les meilleurs c'est les cobayes. meilleurs cobayes, c'est pas les meilleurs tatous, mais... Et, et après, Et t'en veulent pas. non, pas du tout. Et après, j'ai mis un peu de côté parce qu'il fallait que je bosse, fallait que je gagne de l'argent pour payer l'appart, et la bouffe, et ainsi de suite. Donc je bossais à côté dans le commerce, et c'est en 2003, ouais, 2003 que Olivier a commencé à bosser avec American Body Art. Wall. Ils ouvraient une autre boutique, ils cherchaient des tatoueurs, donc il m'a dit vas-y, amène un book avec les quelques tatous que tu as fait. Et là, c'est Paul, le boss, qui m'a pris en fait pour bosser sur la fontaine, sur la boutique de la Fontaine des Innocents. Donc j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Je crois que c'est 2 ans, ouais. 2 ans, 1 an et demi, je crois, ouais, 1 an et demi. Après, je suis parti chez Bodywood. C'était Dominique qui tenait ça. C'était le boss de 23 Keller. Ah oui, d'accord. Donc, il m'a pris 6 mois dans son shop. Et après, j'ai débarqué chez Tintin en 2005, en novembre. Et je suis resté D'accord. T'es resté, ouais, combien de presque temps? 6 ans, 5 ans et demi là-bas. Ah oui, quand Ouais. même. Et je bossais avec Sacha, Blaise, Issa et Tintin. Et après, je me suis barré pour ouvrir mon shop. Donc ça va faire 10 ans maintenant presque. Oui, j'allais te demander justement quand est-ce que tu avais ouvert Hand in Glove et puis pourquoi t'as voulu avoir ton propre shop et arrêter un peu de En passer de fait, shop en shop. tu vois, quand j'étais chez Tintin, je bossais avec Sacha, Blaise, Issa. Sacha, on se connaissait bien avant, en fait. Quand j'ai commencé à tatouer, je connaissais déjà Sacha, on avait des potes en commun. Blaise aussi. En plus, on était voisins, donc avec Blaise, on se faisait souvent des soirs où on se mettait un film de merde et on dessinait jusqu'à 4-5 heures du mat. Et du coup, quand j'ai débarqué chez Tintin, déjà, j'étais hyper content de bosser là-bas. Et puis, je bossais avec 2 de mes potes, tu vois, Sacha et Blaise, qui m'ont vachement aidé depuis le début. Et puis Issa, tu vois, parce qu'Issa, on a commencé à tatouer plus ou moins en même temps, tu vois. Et Issa, lui, il avait fait un apprentissage chez Tintin. Moi, j'ai pas vraiment fait d'apprentissage, tu vois. Yann, il m'a montré 2-3 trucs, mais après, je me suis démerdé tout seul, tu vois. Oui, ça faisait déjà quelques Ouais. années du coup. Et du coup, bosser chez Tintin, c'était vraiment cool. Il y avait une bonne équipe, tu vois. Et après, Sacha est parti, Blaise est parti, Issa est parti, est revenu après, mais du coup, moi, je commence à me poser des questions. Et puis, j'ai eu mes enfants en 2010. Et quand j'ai eu mes enfants, en fait, quelques mois après, j'ai un pote à moi qui a acheté des locaux, qui a acheté la boutique où je suis actuellement, et qui m'a dit, voilà, j'ai acheté ça, est-ce que ça te branche de le prendre pour ouvrir un shop? J'ai préféré le louer à un pote que quelqu'un qui connaissait pas. Et puis moi, je me dis, vas-y, hein, c'est parti, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe qui est avec toi aujourd'hui, les résidents qui est avec toi, et puis il y a aussi des guests un peu réguliers. Aujourd'hui, on est 3. Il y a Benoît D'accord. et Eddy qui bossait rue Keller avant. Ouais. On est tous les 3. Eddy, ça fait
ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, mais ça fait peut-être 15 ans qu'on se connaît, en fait. Parce que, D'accord. et on est potes depuis qu'il est arrivé à Paris, tu vois. Donc, on a été coloc à une période avec un autre pote qui faisait de la musique aussi, donc on se connaît depuis très très longtemps. Quand j'ai ouvert le shop, en fait, je lui avais proposé d'être apprenti, mais il savait pas trop encore s'il voulait se mettre dans le tatou. Et une fois qu'il s'est décidé, en fait, moi, j'avais plus de place. Donc, il est parti bosser avec Dom de 23 Keller, qui est un très bon ami aussi. Et puis voilà, tu vois. Donc maintenant, on est tous les trois, c'est cool, ça se passe bien. Et on est content de bosser ensemble. On avait quelques guests, mais en ce moment, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais on a toujours Louis Loveless qui vient régulièrement. Il y a Alexia qui bosse dans le sud, qui fait beaucoup d'ornemental, qui bossait à Cannes, qui s'installe maintenant à Marseille. Donc, qui vient, tu vois. Et puis après, on verra, parce qu'il y a plein de guests qui venaient à l'époque, mais qui viennent plus, tu vois. Parce que avec le Covid, là, c'est hyper compliqué. Là, donc, sûr que c'est en pause, mais on espère que ça va... Ouais. Que ça va pouvoir se refaire. Et du coup, le fait d'avoir aussi pas mal de guests qui ont tourné, puis même les résidents aussi, ça a un peu évolué avec les années. Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau technique ou artistique, ou même au niveau humain, d'avoir un peu ce passage toujours C'est technique, pas grand-chose. Tu vois, ça fait longtemps que je pique quand même. Tu vois, j'ai vu pas mal de trucs. J'ai bouché sur plein de conventions à l'époque, même si j'en fais plus maintenant, mais c'est plus artistique, tu vois. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, comment ils abordent le tatou, ce qui les intéresse. Et puis t'apprends de tout, même si tu fais, je sais pas, c'est pas parce que tu fais du japonais que tu vas rien apprendre d'un mec qui fait du tribal ou du lettrage, tu vois. Il y a toujours plein de choses à apprendre, parce que t'as pas la science infuse. Et puis c'est tellement vaste que tu peux toujours faire des trucs, tu peux toujours t'inspirer de ce que fait une personne pour agrémenter un tatou que tu vas faire. Donc ça c'est bien, humainement c'est top. Tu vois, moi j'aime partager, bosser avec des gens, tu vois, qui aient des émotions et puis qu'on puisse discuter. Et c'est toujours hyper intéressant plutôt que de bosser tout seul et de rester enfermé. Donc ouais, ça booste aussi ça booste un peu ouais, la créativité. Complètement. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu dessines, même si ça fait des années que tu dessines ou quoi que ce soit, rester le nez sur ta feuille, il y a des petites erreurs des fois que tu vois pas, et tu as un mec derrière toi avec un regard d'extérieur qui va me dire, ah tiens, là tu devrais peut-être faire comme ça, ou t'échanges, tu fais ta pièce, tu veux mettre de la couleur, tiens, je mettrais bien ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, et puis de partager, quoi, et d'échanger, en fait. D'essayer de faire au mieux, en fait, tu vois, et puis pas de faire tout le temps la même chose. Parce que si tu restes sur des acquis, ou si tu restes sur tes mêmes bases en permanence, tes tatous, même s'ils sont différents, ils sont plus ou moins tout le temps pareils, en fait. Tu vas mettre les mêmes couleurs, les mêmes trucs, les mêmes traits, tu vois, Puis tu t'ennuies aussi. Complètement. Si tu fais toujours un peu la même chose, tu fais un peu le tour. C'est pour ça que je fais un peu de tout, tu vois. J'ai pas envie de faire qu'un style de tatou, tu vois. Je dirais pas que j'ai un style de tatou, j'ai peut-être un style de dessin, mais pas un style de tatou. On va reconnaître mes tatous par rapport à mon coup de crayon, mais pas par rapport à un style défini, tu vois. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire que des carpes et des dragons toute la journée. J'ai pas envie de faire que des photos hyper réalistes tous les jours. J'ai envie de faire plein de trucs différents. Puis il y a plein de trucs. J'aime le dessin, tu vois. J'ai appris à dessiner avec un peu tout. J'ai appris à dessiner avec le comics américain. Donc j'aime ce côté comics un peu dynamique dans le trait. Mais après, j'aime tout faire. Quand tu commences à dessiner, tu t'intéresses à tout. Tu t'intéresses à la couleur, au noir et gris, au noir, au tribal, au portrait, au réaliste, au traits graphiques, et ainsi de suite. Donc, pourquoi pas le refaire en tatou aussi, tu sais, de faire un mélange de tout ça, et puis de ne pas te dire, alors tiens, cette semaine, 4 dragons, 2 carpes, la semaine prochaine, un serpent, 3 phénix, et puis au bout d'un an, tu fais... la diversité. Ouais, tu regardes ton année, puis tu as fait les mêmes trucs, tu vois. Donc moi, ça me ferait chier, tu vois, au quotidien de faire tout le temps les mêmes trucs, ça me ferait chier. Tu vois, j'ai l'impression de me retrouver, en fait, d'un métier artistique, me retrouver dans un espèce de métier alimentaire où tu fais les mêmes trucs, tu vois, tout le temps.
Et c'est peut-être mieux d'essayer de se prendre un peu la tête tous les temps et d'essayer de faire des choses différentes, de se renouveler, se remettre en question, regarder ce que font les autres, et ainsi de suite. Tu vois. Carrément. Non, c'est bien, la diversité amène aussi plus de créativité et d'enrichissement. Et je voulais revenir sur l'exposition Tatoueur Tatoué qu'il y avait eu au musée du Quai Branly en 2014, qui était vraiment une super expo. Et le musée avait créé un partenariat avec le centre pénitentiaire de Réau. Donc c'était en 2018 le partenariat. Et ils ont mis en place des activités, des rencontres avec les détenus, et notamment tout un cycle de rencontres sur l'histoire du tatouage, sur les pin-up américaines, les bousies de prison, les frics, et aussi les tatouages tribaux. Et je sais que tu as participé. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé? Sur quel sujet tu es intervenu? C'était par Liam Spark. Liam qui est un bon pote, tu vois. Lui, il était sur le truc et on faisait des interventions pour aller rencontrer les détenus et pour essayer de déboucher sur pour leur faire autre chose aussi un petit peu. Et puis pour essayer, c'est une assoce qui travaille vraiment pour essayer de faire de la réinsertion, tu vois. Donc pourquoi pas de la réinsertion par le tatouage et ainsi de suite. Et qu'il y avait quelques détenus qui dessinaient beaucoup. Donc en fait, je suis parti avec Liam et Geoffroy qui bossait sur Stassos en fait. Et là-bas, on a été rencontrer les détenus. Moi, j'avais ramené pas mal de dessins et leur donner quelques conseils sur la manière de travailler, comment dessiner, ce que pouvait être le tatouage, ce que ça impliquait, et donc, leur donner quelques conseils aussi pour si un jour ils voulaient vraiment se reconvertir dans le tatouage, comment ils pourraient faire, tu vois. Donc tu as animé une sorte d'atelier. Exactement, dessin, ouais. D'accord. C'était sur une thématique particulière ou c'était plus justement pouvoir amener des conseils? C'était des détenus qui étaient intéressés par le tatou et qui étaient intéressés par la suite pour faire du tatouage, tu vois, s'ils sortaient de prison. Et donc on leur montrait un peu comment ça fonctionnait, comment ça fonctionnait une machine, quand on bossait, ce que ça impliquait au niveau hygiène, les formations, des choses comme ça. Et après, il y avait quelques-uns qui étaient demandeurs pour progresser en dessin, pour bosser. Parce que, mine de rien, si tu veux tatouer, faut dessiner. C'est ce que je pense. Tu vois, c'est quand même hyper important, quoi. Parce que le tatouage, en gros, c'est juste l'outil qui va te permettre de dessiner. Tu vois, tu vas pas utiliser un pinceau et un crayon. Tu vas utiliser une machine de tatou. Donc, il y en avait certains qui avaient vraiment envie de progresser et de dessiner un peu plus. Donc, on a basé aussi l'atelier là-dessus. Pour leur donner quelques conseils de mise en place, de croquis, comment sketcher, comment faire des choses, et ainsi de suite, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Ouais, comment tu as vécu cette expérience? C'était quoi ton ressenti? Ça change, quand même. Ouais, ça change, et puis tu as l'impression de faire quelque chose qui sert, tu vois. Mais c'est assez dur, quand même, tu vois, parce que on a rencontré des mecs qui ont quand même des peines de 15 ans, plus que ça. Une femme qui dessine beaucoup, qui a une très lourde peine de prison aussi, tu vois. Et puis tu te retrouves en prison et tu vois un peu le milieu carcéral. Donc c'est une découverte tu vois. Tu dis, bon, toi, t'es dehors, eux, ils sont là, tu vois. Parce qu'on n'était pas là pour les juger, tu vois. En fait, ce qu'ils ont fait, je m'en fous, tu vois, ça me regarde pas, tu vois. On était vraiment là pour parler dessin et tatouage, mais ça te met un peu le cafard, quoi. Ouais, c'est aussi une prise de conscience du milieu carcéral. Et bon, c'est quand même... tu te dis, bon, eux, ils sont là pour un certain bout de temps, mais ils ont quand même la force d'essayer de voir un peu plus loin, quoi. Et d'essayer d'avancer, d'avoir des projets, des choses, tu vois. C'était hyper intéressant. Ouais, c'est une belle action. Je trouve que ça change un peu. Et puis, donc, ça pouvait vraiment faire écho à l'expo. Ouais.
Et Ouais. je trouvais que ça m'avait vraiment intéressé ce partenariat. Moi, Je je trouvais ça intéressant. Et puis, bon, tu te dis, pourquoi pas, tu vois, c'est peut-être une goutte d'eau dans la réinsertion, le tatou, tu vois. Il y a peut-être des mecs qui vont le faire d'eux-mêmes ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, tu te dis, voilà, mon métier, c'est ça. Je peux essayer de le partager avec des personnes. Si on parle de réinsertion, faut peut-être vraiment faire quelque chose pour aider ces détenus à se réinsérer dans la vie derrière, tu vois. Parce que peu importe ce qu'ils ont fait, au bout d'un moment, ils payent leur dette. Et si après, ils sont tout le temps stigmatisés ou montrés du doigt parce qu'ils ont fait de la tôle, tu vois, il n'y a pas de réinsertion possible. Donc, si tu veux faire de la réinsertion, il faut vraiment bosser sur des choses concrètes pour essayer de les ressortir, quoi. Ouais, donc les conseils de professionnels sont Je pense toujours que ça peut utiles. être intéressant. Tu vois, là, c'était pas un tatou, tu peux peut-être le faire un chef d'entreprise ou quelque chose comme ça aussi qui peut peut-être intervenir et leur montrer que, voilà, si tu sors de tôle, il y a des possibilités, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux essayer de te remettre en selle et de te réinsérer dans la société. Donc voilà, je pense que c'est... Belle action. Ouais, il faut le faire, tu vois, au bout d'un moment, si tu as la possibilité de faire des choses, fais-les. Et puis si tu peux aider les gens, c'est hyper important, quoi, en fait. Puis ça te permet de te sortir de ton train-train et tout ça, puis de te faire ouvrir les yeux sur ce qu'est la vie pour les autres aussi, tu vois, c'est important. Et d'avoir la chance de pouvoir exercer ton métier. Ouais, là tu te dis, putain, ouais, quand même, quoi, tu vois, c'est quand même cool. C'est clair. Je voudrais qu'on parle un peu de ton style maintenant, justement. Comme tu me disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment un style reconnaissable en termes de tatou, peut-être plus en termes de dessin. Quel est ton parcours? Comment tu as choisi de t'orienter vers ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas si je vais vraiment... peut-être inconsciemment, en fait, tu vois. Moi, j'ai grandi, gamin, j'ai toujours aimé le dessin. Toujours dessiné depuis que je suis tout petit. Et puis, vraiment petit... Et t'as appris à dessiner? T'as appris tout seul? J'ai appris tout seul, tu vois. Je sais que tout petit, je dessinais partout. Je cribouillais tout ce que je pouvais avoir sous la main, tu vois. Et je lisais des comics. J'adorais les comics, Marvel, DC, tous ces trucs-là. Donc, comme tu dessines, tu commences à reproduire des Spider-Man, des Batman et des trucs dans tous les sens. Et puis, plus tu avances, plus tu dessines d'autres trucs. Et puis après, le moindre dessin que tu vas trouver qui te plaît, tu vas le reproduire. Donc, au bout d'un moment, tu dessines de par toi-même. Et c'est vrai que à lire beaucoup de comics, mon dessin était quand même vachement orienté comics, au niveau de la dynamique et au niveau du trait, tu vois. Et c'est vrai que tu vas me parler, il y a des gens, tu vas leur parler d'art, ils vont te parler de Picasso, de machin, de bidule, de Monet. Moi, je vais te parler de Bernie Wrightson, de William Stout, ou de dessinateurs de comics, en fait, tu vois. C'est ce qui m'a le plus touché, tu vois. Donc... Et du coup, oui, je me demandais dans quelle mesure l'univers des comics, du skate ou de la musique, dans quelle mesure ça a influencé ton travail? C'est des sources d'inspiration, clairement. Ouais, parce que de toute façon, tu sais, les planches de skate, quand tu skates beaucoup, tu pètes 4 planches par mois, donc tu as plein de planches avec des dessins différents en dessous, hein, donc tu t'en inspires, tu regardes un peu toutes les autres planches qui sont faites, tu lis beaucoup de comics, donc tu commences à regarder plein de dessinateurs différents, donc c'est toute une culture, donc tu t'en as imprégné inconsciemment, en fait, tu vois. Donc les premiers trucs que tu vas dessiner, moi, les premiers trucs que j'ai dessinés, c'est pas des croquis nus en dessin, tu vois, c'est des Batman et des trucs comme ça, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. C'est plus une culture que tu as infusée et qui ressort plutôt, pas involontaire, inconsciemment peut-être. Donc, la musique aussi. La musique aussi, donc tu vois, tu regardes tous ces comics, j'ai commencé à dessiner plus des monstres que des persos, et puis par la musique, tu dessines plein de trucs différents aussi, quoi. Donc c'est ça qui m'a imprégné le plus, tu vois. J'ai fait l'histoire de l'art quand j'étais plus jeune, mais je sais pas, moi je regarde plus, là tu regardes
plupart des dessins que j'ai quelques bouquins d'art, mais j'ai beaucoup de dessins de artbook de dessinateurs plus contemporains ou moins, mais qui sont plus dans plus le contre-culture, contre-culture, ouais, qui sont plus dans le comics qu'autre chose en fait. Mais du coup, tu fais aussi pas mal de japonais. Qu'est-ce qui te fascine dans le japonais? Comment tu as appris les codes? Parce que c'est quand même très codé Ouais, c'est très codé, comme type de mais tatouage. pareil, quand tu te mets dans le tatou, tu sais, à l'époque, quand tu commençais à tatouer, tu te mettais à tatouer parce que tu étais tatoué, tu t'intéressais au tatou, donc tu regardais un peu tout ce qui se faisait. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram et tous ces trucs-là, donc tu avais des magazines de tatou, les magazines, tu les regardais, tu allais sur les conventions de tatouage, tu regardais les mecs bosser. Quand je commençais à tatouer, tu vois, comme je n'ai pas vraiment fait d'apprentissage, quand il y avait un truc où j'avais un peu plus de mal à faire, j'allais me mettre sur une conve où je savais qu'il y avait des bons tatoueurs et je passais des heures complètes à regarder le mec, s'il faisait ce qui m'intéressait, tu vois. Je voulais faire du noir et gris. J'allais voir un mec qui faisait du noir et gris, je regardais comment il faisait, il fait de la couleur, j'allais voir ça, du japonais, ainsi de suite. Et puis, tu es imprégné de tout ça, donc tu t'y intéresses. Donc tu t'intéresses au tribal, tu t'intéresses au japonais, tu t'intéresses au portrait, tu apprends un peu à tout faire avant de te lancer vraiment dans ce que tu préfères. Parce que de tout faire, ça te donne aussi des armes techniquement pour faire les choses. Et puis, au moins, tu n'as pas de limite. Tu vois, si tu te lances dans un style et puis, je sais pas, tu fais que des aplats de noir et puis un jour, tu as envie de faire un dégradé de gris, si tu sais pas le faire, tu es emmerdé, tu vois. Donc, de tout faire, ça t'ouvre un peu à tout. Et puis, plus tu vas dans le tatou, en fait, tu te rends compte que sur le tatou japonais, tu as quand même tous les codes du tatou qui sont respectés, en fait. Donc, tu t'y diriges naturellement, en fait. Tu vois. Après, Mais est-ce que, par exemple, tu as été au Japon pour... mon frère habite à Tokyo, donc j'y suis allé plusieurs fois. Ouais, d'accord. Donc ça voilà. doit quand même aider à Bah, s'imprégner un peu de la culture japonaise ou tu de la sais, culture je pense qu'il y a plein de mecs des qui codes font du du tatou. japonais qui n'ont jamais foutu les pieds au Japon. C'est que quand Ouais, tu regardes, sûrement, ouais. tu sais, il y a une vingtaine d'années, les top tatoueurs japonais, c'était Henning Jorgensen, c'était Philippe Leu, c'était Mick de Zurich, c'était un autre tatoueur, j'ai oublié le nom, mais voilà, c'était pas des japonais, tu vois. Et après, j'aime le tatouage japonais, j'aime l'art japonais, mais moi, les mecs qui me parlaient plus, c'était ces mecs-là, tu vois, qui sont quand même des Européens, imprégnés de l'image tatou. Philippe Leu, il a quand même un côté très comics, très contemporain dans son jap, tu vois, à la base. Henning Jorgensen est plus trad, mais tous ces mecs-là, ils ont Oui, c'est un aussi côté des très, adaptations, voilà, c'est pas forcément qui traditionnel, sont quoi. moins traditionnels. Si tu prends du jap traditionnel, c'est très simplifié et les traits de tous les tatoueurs que je t'ai cités avant sont quand même un peu plus travaillés. Donc j'étais plus inspiré par ces mecs-là que par des tatoueurs vraiment japonais traditionnels, tu vois. Et j'aime beaucoup le tatouage japonais traditionnel, tu vois. Si tu prends les estampes jap, même si c'est simple, il y a tu vois, il y a un côté, je vais à l'essentiel, hyper efficace, qui marche super bien, en fait, tu vois. C'est sûr. Et Visuellement, c'est toujours plus efficace. Ouais, puis qui est intemporel aussi, tu vois. Et de loin, Le tatou, il et bouge pas. tout à fait, intemporel. Donc voilà, mais c'est intemporel aussi, pas seulement par le dessin, mais par le positionnement. Ton tatou, il est bien placé, il est bien fait, les mouvements sont respectés, ton tatou, il marchera toute ta vie, tu vois. C'est hyper important aussi. Mais après, l'avantage que tu as dans le jap aussi, c'est que tu peux le mélanger avec plein de trucs, tu vois. T'es pas obligé de te faire une carpe et un guerrier, tu vois. Moi, mon bras droit, c'était Sacha qui me l'avait fait, tu vois. Je voulais un bras de jap, mais j'ai un requin parce que j'adore les requins. Et au lieu d'une carpe, et en haut, j'ai un robot dans une postrade japonaise parce que c'était un robot de Magnus, un dessinateur que j'adorais. Et donc voilà, tu vois. Tu peux mélanger un peu tout. C'est avec des fonds japonais, ça fait vraiment tatou japonais sans tu lettres. peux Tu vois. l'adapter aussi à des codes plus contemporains.
Et du coup, par exemple, tu fais jamais de flash, c'est toujours, tu fonctionnes uniquement sur commande. Pourquoi ce choix? Bah, parce que ça se passe comme ça, en fait, tu vois, c'est même pas un choix, c'est que j'ai j'ai ma clientèle et on bosse sur des projets et on le fait. Du coup, pas, j'ai pas trop le temps ou j'ai pas pris le temps de dessiner plus de flash que ça. Donc, comme je fais beaucoup de bras, de dos, de grosses pièces, bah, je fais pas des bras et des dos avec des flashs, tu vois. On fait, Non, c'est sûr. Mais tu fais pas mal de freehand aussi, non? J'ai l'impression. ouais, parce que Tu fais quand même j'adore en pas mal fait. sur la peau. Ouais. J'aime bien ça. Et puis, bah, une fois que tu sais dessiner sur le papier, sur la peau, c'est pareil, tu vois. Euh, C'est plus improvisé, c'est c'est plus moins improvisé. déjà Je trouve écrit que à l'avance ou... t'as un côté, tu sais, souvent quand tu dessines, en fait, ton premier jet, il est quand même hyper patate. Il a vachement de pêche. Et des fois, à force de trop bien faire sur ton dessin, tu l'aseptises. Ça devient trop clean. Tu perds cette pêche du dessin que tu as sur un premier jet. Et C'est plus spontané c'est alors. beaucoup plus spontané. Et quand tu dessines sur la peau, tu vas placer les aimants exactement où tu veux. Tu vas te faire chier à prendre des codes, des trucs, faire ton dessin, l'aseptiser, le poser, qu'il soit le plus clean possible. Et il sera jamais placé vraiment où tu veux. Ton calque, tu vas te faire chier pendant des plombes pour essayer de le caser comme tu voulais. Alors qu'en fait, si tu dessines directement sur la peau, Ouais, tu t'adaptes à la voilà, morphologie tu veux que ta patte de tout de suite, dragon quoi. elle soit sur le biceps, que la tête elle soit sur l'épaule, que la queue elle arrive sur l'avant-bras, tu vas la faire passer exactement où tu veux. Et que tu dessines sur la peau ou sur papier, c'est pareil. Quand tu sais dessiner, quand tu dessines sur papier, tu vas te faire ton sketch, après tu vas repasser tes lignes, ainsi de suite. Sur la peau, c'est pareil. Tu vas sketcher avec un feutre clair, et puis plus tu vas approcher de ta ligne définitive, tu vas foncer le feutre pour avoir un dessin clean. Tu vas laisser sécher, puis après tu tatoues. Mais au moins, bah, tu as, une pièce qui est posée exactement comme tu voulais. Comme tu voulais. Après, rien ne t'empêche de sketcher à côté pour t'entraîner un petit peu, tu vois, pour essayer de trouver plus de justesse dès ton premier coup de feutre sur la peau. Mais je trouve ça assez sympa. Et puis je trouve que c'est un peu l'essence même du tatou, en fait, tu vois, de dessiner sur la peau et de tatouer, quoi, tu vois, plutôt que de reproduire des trucs ou de faire une feuille de papier, un calque, un machin, tu vois, c'est quand même, Oui, tu as le contact ouais, finalement avec la peau et le client et en puis direct, quoi. t'es en plein dans le tatou, en fait, tu vois, le tatou, tu tatoues sur la Ouais. peau, bah, tu dessines sur la peau et après tu le repasses avec ta machine, c'est- Il faut c'est- quand même être assez sûr de son coup de crayon ou je sais pas, être assez à l'aise, bah, que ça soit sans cadre. J'ai l'impression que parfois il y en a qui aiment les choses très, très c'est une question cadrées, qui vont d'habitude, prendre tu le vois. temps. Si Ouais. ton cadre, c'est une feuille à 4, ça peut très bien être un bras, quoi, tu vois. Il n'y a pas de. Une fois que tu as pris l'habitude de dessiner sur la peau, je sais pas, moi, tu sais, quand je sketch sur un bout de papier, tu vas sketcher, tu cherches des formes. Tu cherches pas un dessin définitif. Ton dessin, tu l'as déjà plus ou moins en tête, tu sais comment tu veux le placer, tu le poses sur le papier en sketchant. Une fois que tu as les formes qui te plaisent, là, tu vas commencer à retravailler dedans. Et une fois que tu l'as, tu vas le repasser propre pour avoir ton dessin définitif. En tatou, en freehand, c'est pareil. Tu vas dessiner avec un feutre très clair, tu as déjà ton dessin en tête, tu sais à peu près où tu veux faire. Et puis, bah, le travail, en fait, tu sais, quand tu tatoues depuis 20 ans et que tu dessines depuis que tu es gamin, t'es pas là à te poser des questions sur la réalisation de ton dessin. Tu sais ce que tu veux faire. Donc, t'es pas Ouais, là à c'est une mettre en évidence doute pour toi. tes capacités à faire une patte de dragon ou à faire un crâne. Tu t'en as fait des millions. Donc, tu vas le dessiner sur la peau. Donc, il y a des jours, ça va plus vite que d'autres parce que t'es pas non plus une machine. Mais tu vas sketcher avec ton feutre, hop, tu cherches tes formes, tes trucs, et puis après, tu travailles dessus. Puis une fois que tu es assez content que tu es content de ton dessin, bah, tu le repasses propre avec un feutre. Moi, généralement, je repasse avec un feutre rouge ou vert, tu vois, pour avoir ma ligne définitive. Et puis, je sketch avec des feutres très clairs, tu vois, des jaunes, des bleus très clairs, des choses comme ça, pour pas avoir une espèce de brouillon de couleur sombre sur le bras. Et puis, Ouais. après, bah, tu tatoues. C'est pareil que d'avoir posé un carbone. Hein, tu vois, quand tu le repasses au propre, ton dessin sur la peau, bah, tu le repasses avec un feutre assez fin pour avoir une ligne assez fine.
et pouvoir tatouer correctement. De faire un dessin définitif sur feuille avant de le tatouer, je le fais jamais. Oui, il y a toujours des évolutions entre Bah, les il y a deux. des évolutions, et puis les couleurs, tu vois avec lui, et puis en fonction de la manière dont tu fais tes fonds, après, avec ta machine de tatou, mettre tes ombrages. J'ai pas besoin de mettre mes ombrages sur papier avant de les mettre sur la peau. Je sais comment je vais les mettre, je sais où je mets ma lumière, donc après, tu bosses toujours pareil, tu vois. Tu sais que tes ombres, elles Oui, sont tu as déjà là, les choses en tête. voilà, donc tu le fais comme ça. Donc après, sur les couleurs, quand tu fais des trucs plus trad ou machin, tu vas peut-être te prendre un peu plus la tête, tu vois. Mais tu sais comment tu bosses, hein. Tu as des codes, tu as des bases qui sont déjà enregistrées, et puis tu le fais. Bien sûr. Et tu es l'un des tatoueurs principaux de Sylvain, Ouais, Freaky Hoodie, l'homme le plus tatoué de ouais. France, qu'on connaît bien avec l'équipe Jeter l'encre. Bah, je crois que maintenant, il n'y a que moi qui ai le tatou, en fait. Mm. Ouais, Mm. justement, je me demandais qu'est-ce que tu penses de l'évolution de sa démarche et comment toi tu interviens dans cette transformation. Bah, en fait, c'est un échange, tu vois. Et puis, c'est un mec cool, Sylvain. C'est un mec qui est super gentil, qui est intéressant et cultivé. Donc, tu vois, c'est toujours un plaisir Carrément. de discuter avec lui, de passer un moment avec lui, tu vois. Après, sa démarche, il fait ce qu'il veut, tu vois. Au final, moi, je n'ai pas à dire quoi que ce soit sur sa démarche. Tu vois, c'est son corps, il fait ce qu'il veut de son corps. Tous les projets qu'il a. Non, mais Ah oui, bien sûr, je parlais pas vraiment en termes de jugement, moi, mais plutôt comment toi tu interviens parce que tu l'avais déjà moi tatoué sur avant. Là, on est les, sur sur un les autre projets type qu'il de me propose, en couche, un fait, autre. c'est des Tu vois. projets super intéressants. Tu vois, on a commencé il y a quelques années, il se faisait tatouer par des potes à moi, il se faisait tatouer par d'autres mecs au shop, et il voulait que je fasse le coup. Donc Oui, après, sur le coup, il m'a demandé des pièces qui étaient cool à faire, qui me plaisaient, tu vois. Il m'a demandé un requin ici sur côté droit et une tête de tigre sur l'autre, donc on a bossé comme ça. Après, il a voulu se faire le crâne. On a commencé à bosser sur le crâne. On a fait un gros serpent ailé, en fait, qui était sur tout le crâne. Après, je lui ai fait un petit truc au-dessus de l'arcade, tu vois, un grillon. Et là, il a commencé à se ouais, faire je me tatouer le rappelle, visage ouais. par un de mes potes qui est à Londres, qui s'appelle French Thomas, qui fait que des trucs très noirs, très graphiques, tout en point, et ainsi de suite, qu'un des plus vieux à faire ce genre de trucs, tu vois. Et lui, Thomas, ouais, c'était un pote d'enfance, en fait. On a grandi dans la même ville, et on s'est retrouvés tous les deux dans le tatou. Donc, il a commencé à tatouer le visage de, Ah, c'est marrant. de Sylvain. Il lui avait fait tout le côté droit, avec un gros homme noir. Ah oui. Un Ouais, home, on ouais. a une sorte d'arabesque. Enfin, ouais, je me rappelle quand il l'a fait, ouais. Voilà. Et après, il m'a Ouais, c'est ça. demandé Avant de est-ce que tu faire veux me faire le les fleurs. visage et puis le projet était cool. Il voulait une grosse fleur, qu'on fasse des fonds pour accorder un peu l'ensemble et tout. Et donc, c'était un projet super intéressant. Donc, on l'a fait. Et une fois que ça a été fait, il m'a demandé de reprendre tout son bras gauche. On a fait tout le bras, il voulait repasser dessus. Donc, il avait déjà tout le bras tatoué. Donc, c'était du cover ou du blast over, comme ils peuvent dire, Ouais. tu vois, où tu refais des pièces sans en avoir rien à foutre de ce qu'il y a en dessous, tu vois. Et donc, on est parti sur un délire un peu musculaire qu'avec des lignes. Et je trouvais ça hyper sympa. Moi, j'aime travailler la ligne. J'aime faire. Quand je dessine, c'est vrai que principalement, je dessine des trucs noirs, tout en traits, sans forcément mettre d'ombrage et de couleur. J'adore ça, tu vois. Et donc là, on est parti sur des lignes. Esthétiquement, je trouvais ça super cool. Et techniquement, c'était hyper intéressant. Et puis sur le rendu final aussi. Donc on a fait ça, on a continué sur toute la jambe, les mains. Et là, on est en train de faire des insectes en blast over sur tout le bras droit, de gros insectes tout noirs et blancs, tu vois, pour tout recouvrir. Ok, j'ai pas vu Et cette donc c'est étape. toujours Ça doit être intéressant, cool. tu vois, il me propose que des pièces sympas à faire, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, et puis maintenant on se connaît, donc on échange, tu vois,
tu vois, on peut être franc l'un avec l'autre et il n'y a pas de souci, en fait, tu vois. Donc c'est hyper sympa de bosser avec lui, tu vois, parce que ça fait quand même... Et puis c'est une super marque de confiance, tu vois. Il m'a demandé le coup. Pour moi, le coup, je trouve que c'est une des parties du corps les plus visibles, tu vois. Donc quand un mec qui te demande de lui faire le coup, tu vois, c'est toujours un peu gratifiant. Après, le visage, c'est sacrée marque de confiance, tu vois. C'est quand même, tu vois, c'est la première chose que les gens voient. Donc, toi, par contre, non, je vois que t'as pas je voulais me faire le coup quand j'étais plus jeune, tu vois. Et je trouve ça toujours cool, hein, le coup tatoué, mais pas pour moi. C'est que je trouve que le coup, ça fait partie de ton identité, c'est ton visage. Tu vois, pour moi, ton visage, c'est ton visage et ton cou, c'est ce qui ressort. Et du coup, avoir des gens tatoués dans le cou, je trouvais que ça les changeait physiquement. Et j'avais pas envie de changer physiquement, tu vois. Mon visage, c'est mon identité, j'ai pas envie de changer ça. Après, j'ai toujours trouvé ça cool, hein, un tatou dans le cou, tu vois. Même maintenant, tu vois, je regarde, je me tâtais, je me tâte pas, mais tu vois, je me dis c'est quand même super cool, mais je vais pas le faire. Je vais pas faire le cou, j'ai tout le corps, j'ai les deux mains, tu vois, j'ai envie de se faire, exactement, tu vois. Donc, je touche pas à mon cou et mon visage. Tout le reste, je pique, mais je vais pas me faire le visage et le cou. Et alors, ma dernière question, qui fait toujours un peu débat, c'est est-ce que tu te considères comme un artiste, un artisan ou les deux? Bah, en fait, non, mais en fait, je me définirais plus comme un artiste. Si le dessin, le fait de dessiner fait de nous un artiste, on est des artistes. Le fait d'être tatoué, le tatouage, c'est seulement notre outil qui nous permet de réaliser notre art, tu vois. Donc, on est des artistes. Maintenant, artisan, c'est plus le débat de l'État de nous considérer comme artisans, étant donné qu'on ne dessine pas sur du papier ou on ne prend pas de photos. Donc, il y a des fois, tu peux être un artisan parce que tu vas juste reproduire ce que la personne veut. Mais 90 ou 95% des tatous qu'on fait, moi, en tout cas, pour mon cas, je les dessine, tu vois. Donc, pourquoi je ne serais pas un artiste, étant donné que je dessine tout de A à Z. Donc après, si le peintre, son outil, c'est le pinceau et sa gouache ou ce que tu veux, bah, moi, mon outil, c'est la machine de tatou. Donc si on ne nous reconnaît pas comme artiste parce qu'on dessine avant pour reproduire avec le tatou, je sais pas, il y a plein d'artistes tatoueurs, plein d'artistes peintres qui bossent avec des rétroprojecteurs à projeter leurs trucs ou qui vont retoucher sur ordinateur ou quoi que ce soit. Donc comment ça se fait qu'un mec qui fait des jaquettes ou je sais pas, des espèces de cartons pour des entreprises, des trucs soit la maison des artistes, et que nous, en tant que tatoueurs, on dessine et on reproduit, on crée, on fait vraiment de l'art, même s'il y a un échange avec le client, parce qu'on va pas non plus faire ce qu'on veut sur le corps de la personne, mais voilà, mais un peintre, c'est aussi il bosse sur, pas que sur sur ce qu'il veut, hein, il fait des commandes aussi, et ainsi de suite. Donc pourquoi on serait pas des artistes, nous? Je comprends pas en fait. Ouais, c'est une évidence, ouais, tu vois. Ouais, pour toi, c'est une évidence. Après, tu sais, être artiste, c'est pas, tu vois, c'est un grand mot, artiste, tu vois, mais dès lors qu'on vit de notre art, on est un artiste. C'est donc, une voilà. bonne définition. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Steph Ayako. Merci. Steph Ayako.